Bonjour. Salut, tu vas bien? Robert. Enchanté Robert. Bonjour, Ayette. Enchanté. Bonjour, Sophie. Sophie. Enchantée. Eh bien, merci. On est fin prêt. Merci de m'accueillir. Et donc on part sur l'ADA Montpellier. Voilà, c'est ça. L'ancien musée Agropolis, qui est fermé depuis 10 ans à peu près, qui a été rouvert plusieurs fois en squat et puis là qui s'ouvre pour l'Assemblée des Assemblées de Montpellier, pour toute la France. Donc il y a, je crois, plus de 400 délégués qui vont arriver. Et nous on est un peu frustrés parce qu'on peut qu'être qu'à 3. Donc, 3 par rond-point. 3 par rond-point, ouais. Donc on aurait bien voulu se relayer parce qu'on n'est pas tous disponibles sur les 3 jours. Mais bon, on va déjà venir pour le premier, c'est bien. Eh ben, on va faire la route ensemble. C'est parti. Et puis on discutera un petit peu ensemble. Donc là c'est notre rond-point. Ah, ça c'est votre rond-point. Alors c'est le rond-point ici, on a été installé là-bas pendant un moment, Ouais. sur le petit parterre en dur là. Et assez longtemps, en fin d'année dernière, sur le centre du rond-point. Vous y êtes resté combien de temps, ce rond-point? Dès le mois de décembre, le maire n'a pas voulu qu'on reste. Et donc ça a duré un mois, un petit peu de tension. Et au début janvier, il est venu avec les employés municipaux et la gendarmerie. Et il a tout évacué. Et depuis, on n'a jamais pu bien se réinstaller. C'était difficile. Mais nous nous retrouvons quand même tous les samedis, juste à côté du rond-point. Voilà. Nous À l'ombre, faisons là-bas, un pendant point, l'été, c'était bien. Un point visibilité. Voilà, nous sommes ravis d'assister à cette ADA numéro 4 et d'échanger avec des gens qui viennent de la France entière. Ok. C'est parti. Eh ben, merci de m'accueillir, c'est parti. Alors Sophie, c'est toi qui prends le volant. Allez. Voilà, t'as un beau paysage là. Oh, Ou alors c'est beau. au Ravin des Arcs, on l'a pas Et encore dire passé. qu'on va à Tu Montpellier. pourrais te carrer au Ravin des Arcs, faire une petite vue des Cévennes. Non, mais C'est là qu'on aurait dû dire Ah, mais bonjour là, et c'est pas une tout. randonnée Plutôt touristique. sur le rond-point, ouais, si le On n'est pas en rond-point. randonnée touristique. Ouais, là. non, mais on a le temps, quoi. Si elle veut faire un truc sympathique, Ouais, c'est ça. un petit bout de nature, c'est bien dans les Non, mais Cévennes. il paraît qu'on n'est pas sympa. Qui c'est qui a dit ça? pourquoi vous avez porté le gilet jaune? Eh bien, tout d'abord, c'est parce que je pense que la société dans laquelle nous vivons devient de plus en plus injuste, qu'il y a de plus en plus de gens pauvres qui ont du mal à finir les fins de mois et que notre société n'est plus à même de contenter tout le monde. Voilà, c'est la première raison qui a fait que j'ai participé et que je continue d'adhérer au mouvement des Gilets jaunes. Alors je reviendrai avant le 17 novembre, parce qu'on parle beaucoup du 17 novembre, mais en fait le mouvement il a commencé début octobre, tout début octobre. Et dès ce moment-là, c'est parti d'une pétition sur le carburant, dès ce moment-là, il y a eu tous les enjeux politiques de ce mouvement, à savoir des récupérations politiques par l'extrême droite en particulier, une grande méfiance des organisations politiques traditionnelles, y compris pseudo ou se réclamant d'un certain mouvement révolutionnaire ou social, parce qu'on se méfie du populisme, on se méfie quelque part du peuple quand même. Hein. Et dès le départ, moi-même, j'ai trouvé que c'était très intéressant la façon dont ça se développait, que c'était quelque chose qui n'était pas cloisonné, qui n'était pas encarté, qui pouvait donner le pire et le meilleur. Mais quand ça peut donner le pire et le meilleur, c'est là où ça devient intéressant. Parce que quand on y agit dedans, on peut essayer d'y amener le meilleur. Et c'est toute la démarche qu'on a depuis le début, en tout cas moi depuis début octobre, c'est de dire arrêtons de condamner d'avance ce qui peut se faire et essayons de tirer ce qui est le plus intéressant dans ce mouvement. C'est sûr qu'il y a eu des choses pas très correctes, il y a eu des débordements qui n'étaient pas bons, des discours qui n'étaient pas bons, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont permis aux gens de se rapprocher, de se connaître. Voilà, et d'exprimer pour beaucoup de gens qui ne parlaient jamais, qui n'étaient pas des professionnels de la politique, de s'exprimer. Et ça, c'est vraiment fondamental pour moi. Et ça reste quand même aujourd'hui encore, quand on va sur le rond-point, on a des personnes qui viennent, qui franchement, c'est sûr qu'elles ne seront jamais des leaders politiques, ça se voit. Bon. Mais par contre, elles ont pas envie d'être des leaders politiques. Absolument. Non plus. Non plus. Parce que derrière l'ambition politique, il y a souvent des choses pas très pouvoir, correctes. Ouais. Et là, ça reste ça quand même aussi. Hein. C'est-à-dire que
des gens peuvent en confiance venir exprimer leurs problématiques sans dire on va se servir de moi, etc. Il y a une sincérité quand même. Oui. Et la sincérité, des fois, elle est difficile à supporter aussi quand même. Hein, parce que c'est un peu la sincérité de celui qui va te pointer du doigt où ça fait mal. Parce que nous-mêmes, on est dans plein de tolérance à des choses qui sont inacceptables. Tout à fait. Mais bon, on essaye de vivre avec, quoi. Eh bien moi, les villageois que nous rencontrons beaucoup le vendredi, avec lesquels j'ai pu m'exprimer, pour beaucoup, ils adhèrent, ils nous soutiennent, beaucoup nous soutiennent, mais après, peu veulent venir à des manifestations, à des réunions. Ils sont déjà pour beaucoup pris par leur travail, leurs enfants, leur famille, et ils comptent sur nous pour exprimer leurs idées. Après, c'est sûr que... Après, oui, c'est vrai que l'individualisme prône et prime dans notre société. Et c'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas envie de s'investir. Ils attendent que les autres fassent pour eux. Ça aussi, c'est une chose. Ensuite, en ce qui concerne le fait de vivre dans un village, oui, il y a des gens qui préfèrent ne pas s'exprimer parce qu'ils n'ont pas envie d'être montrés du doigt ou catalogués. Tiens, Robert. Par exemple, au rond-point de Ganges, on a eu toutes les strates de vie. Des gens qui vivaient dans les coins perdus, comme des personnes qui vivaient, j'estime, en ville, oui. qui vivaient en ville. Et surtout aussi, on avait, et ça c'est intéressant, des gens qui étaient à la limite SDF, et puis d'autres qui étaient commerçants bien installés. Donc il y a eu ce brassage qui était vraiment très passionnant. Après, sur les relations et la façon de pouvoir s'exprimer, je pense que c'est pas forcément plus facile dans les grandes villes, parce qu'on s'aperçoit quand même dans la proportion de gens mobilisés qu'elle est beaucoup plus importante dans les villages que dans les grandes villes. S'il y avait la même proportion de mobilisation dans les grandes villes, ce serait un raz-de-marée. Un sacré succès, voilà. Oui. Donc en fait, ça implique plus dans les villages, parce que tout de suite on est repéré, on est connu, etc. Mais c'est pas forcément déstabilisant. Moi je pense que c'est plutôt rassurant pour les gens. Ils savent qui tu es. Donc ils s'arrêtent pas à l'image, à l'étiquette. Il y a une meilleure connaissance des gens. Exact. Donc on reste pas sur des clichés, ah bah toi c'est ceci et toi c'est cela. Moi je trouve. Hein. Justement, le fait qu'on n'est pas tous dans le même profil à Ganges, on vit pas la même chose tous à Ganges, Saint-Romain-de-Caudière, Saint-Laurent-le-Minier, on vit pas la même chose. Et donc on sait très bien qu'on peut pas avoir une solution miracle pour tout le monde. Donc là la position du rond-point de Ganges, c'est de dire les assemblées c'est intéressant pour brasser toutes les expériences et que chacun puisse en retirer ce qui lui convient le mieux. Donc on est plutôt pour l'instant sur une position de dire il n'y a pas de mot d'ordre général à donner, etc. Mais enrichissons-nous les uns des autres. Et puis surtout maintenant, cette idée que c'est les ronds-points locaux qui sont la base de ce réseau, de ce grand réseau. Et c'est chaque rond-point qui a un peu son autonomie tout en étant relié aux autres. Parce qu'il y a eu toute une tentative, et puis justifiée aussi, d'avoir un mouvement national qui allait déstabiliser le gouvernement. Bon, on reste sur une idée qu'il faut changer ce gouvernement, c'est pas possible de continuer comme ça. Mais par contre, c'est plutôt en se réappropriant les décisions locales aussi que ça va se faire. Nous, on est un peu plutôt dans ce domaine-là. Il me semble qu'il faut commencer par la base. Tu ne peux pas avoir un sommet qui est harmonieux, respectueux de la population si à la base ça n'existe pas. Le local. Voilà. Oui, le local, c'est comme tu dis Robert, c'est effectivement primordial. Moi je pense qu'on va se réapproprier plein d'endroits qui nous ont été ôtés, des décisions surtout en ce qui concerne l'agriculture, l'eau, l'électricité, l'environnement, voilà. Et tu es obligé de tenir compte de réalité et il y a un travail à faire, un échéancier à tenir. Or là, depuis un an que les Gilets jaunes se mobilisent,
on fait des manifs, mais il n'y a pas d'objectif précis, il n'y a pas de cible précise, il n'y a pas d'échéancier précis. Et donc ça manque. Et je pense qu'il faut repartir sur ce travail de terrain et de réalité des revendications. C'est-à-dire les ancrer sur des objectifs concrets. Et grignoter ainsi, au fur et à mesure, des possibilités de se réapproprier les décisions et l'espace public, quoi. Comme effectivement, c'est vrai qu'on dépend de contrats, qu'on ne pourra pas les faire cesser du jour au lendemain, mais par contre, pas à travers des petits actes, comme pour Enedis, pour l'EDF, avec les compteurs Linky, voilà, des actes de résistance. Là, je pense qu'on pourra petit à petit grignoter du terrain et amener de plus en plus de gens à réfléchir à ces choses-là. Si demain, les Gilets jaunes arrivaient à faire tomber ce gouvernement, quelles seraient pour vous les priorités qu'il faudrait mettre en place? C'est ton programme, Ayette? Allez, programme en 3 points. Alors les priorités, ce serait l'éducation nationale. Moi, je pense qu'il faudrait revoir complètement les programmes, la façon d'instruire nos enfants. Voilà, on me demande mes priorités, je les donne. Alors, revoir. Non, parce que beaucoup de profs pensent comme... On était à la FCPE tous les deux. On sait que beaucoup de profs pensent comme nous. Alors, l'instruction, ça c'est clair. Ensuite, tout ce qui est santé dans notre système. Il y a plein de choses à revoir et à mettre en place, surtout pour les personnes âgées qui sont nombreuses et qui seront encore plus nombreuses dans les 20 années à venir. Après, tout ce qui est agronomique, tout ce qui est environnemental, enfin les choses essentielles qui me paraissent essentielles. Alors, je ne vais pas répondre la même chose que toi, sinon ça serait pas drôle. Je t'en ai laissé un peu. Ouais, il y a beaucoup. Moi, je vois au moins 2 choses. Après, le reste, je ne sais pas. C'est notre politique internationale. Ah oui. Revoir par rapport à l'Europe. Ce qui se passe en ce moment avec la Grande-Bretagne, mais j'hallucine, quoi. Tous les 2 mois, le report, le Brexit. Oui, à un moment donné, il faudra arrêter, quoi. Bon. Mais sur l'Europe, mais pas que l'Europe, au niveau mondial, enfin, commerce des armes, enfin tout ce qui concerne notre politique extérieure, vol des richesses, est lamentable, mais lamentable, et qui est la cause de misère à travers le monde et de notre propre misère en retour, parce que finalement, personne ne se retrouve là-dedans. Donc la politique internationale, parce que ça paraît comme ça, on n'en parle jamais, hein. Bon, c'est pas un sujet. On n'en parle jamais, et pourtant et en fait, on vit c'est de fondamental. Ça. Et le deuxième point, c'est au niveau bancaire, économique, etc. Là, il faut tout faire péter, quoi. Moi, je pense capitalisme terminé. C'est les 2 priorités, je pense. Hein. Exact. Comment on fait au niveau avec le reste du monde et comment on fait au niveau économique, financier, toute ces paradis fiscaux, cette dictature des grandes multinationales, alors qu'elles embauchent de moins en moins de gens. Que l'essentiel des emplois, c'est les artisans, les commerçants, les petites entreprises et la sous-traitance, donc toutes ces petites entreprises qui sont liées aux multinationales, qui elles-mêmes font la pluie et le beau temps. Mais il faut arrêter tout ça, quoi. Et surtout les grandes banques. Alors nous, on est bien placés à Ganges parce qu'on a une pléthore de banques. Moins il y a d'activités, plus il y a de banques. Oui, c'est vrai, c'est étonnant. Donc là, il y a un vrai phénomène. Moins il y a d'argent, plus il y a de banques, quoi. Bon, on se demande comment. C'est pour ça qu'on a peut-être moins d'argent, parce que plus il y a de banques, plus elle nous pique le pognon et il disparaît en spéculation. Et cette spéculation, c'est vraiment, je pense, la clé de voûte de la misère et de la difficulté mondiale à s'en sortir. Hein. Tout le commerce mondial est phagocyté par ce système bancaire. Et derrière, c'est la production des familles, enfin toute l'économie, l'autosuffisance alimentaire des populations, tout ça c'est lié à cette spéculation énorme, quoi. Plus, je ne parle pas de tout ce qui est guerre, etc., qui sont liés soit à des richesses, soit à des richesses accaparées, comme pour le pétrole, etc., soit des productions, la monoculture, etc., qu'on fait. Bon, c'est catastrophique. Donc je dirais ça, les politiques extérieures et
Mais c'est pas réformer, c'est changer Le système. changer de système économique, quoi. Et changer de système économique, pour toi, ça serait... Comment tu verrais les choses? Au moment de la révolution espagnole, enfin du coup l'État de Franco plutôt, en Catalogne, ils sortaient l'argent des banques, ils le faisaient brûler dans la rue. Ils disaient on n'en a pas besoin pour vivre, on a besoin de produire et distribuer et répartir les richesses. Je pense que si on essaye de trouver, alors avec les moyens modernes qu'on a, le numérique, le machin, je ne sais pas où elle va la Sophie. Ah oui. Ah d'accord, ouais. Je pense qu'on a moyen de s'organiser sans argent spéculatif. C'est-à-dire peut-être trouver encore un échange monétaire pour donner des valeurs aux choses, mais c'est un peu arbitraire à mon avis. Mais surtout, trouver les moyens de se répartir la production et les richesses sans asservir les autres. Parce qu'aujourd'hui, le salariat, c'est quand même aussi de l'asservissement. Et de plus en plus, ce qui a été montré avec le gilet jaune, c'est que même les commerçants, etc., sont des salariés déguisés. C'est-à-dire ils sont dans les mêmes conditions d'exploitation, ils s'auto-exploitent. Moi, j'ai été 20 ans artisan, je me suis auto-exploité pendant 20 ans. Qu'est-ce que vous a apporté les gilets jaunes concrètement? Moi, je reste sur ce que tu disais là. Moi, je pense qu'on pourrait vivre encore avec un système monétaire, Ouais. mais qui fonctionnerait complètement différemment, que les banques ne gèrent pas tout toutes seules. Voilà, tout à fait, un moyen d'échange, pas de spéculation, et qu'on puisse être aussi acteur dans les décisions prises. Je pense pas qu'on puisse vivre maintenant, à l'heure où on est, sans argent. Il y a trop de gens qui seraient pas d'accord. Là où beaucoup de gens sont d'accord, c'est que depuis une quarantaine d'années, les systèmes bancaires sont complètement, et la monétaire même, sont complètement dissociés des décisions politiques d'État. Hein. En fait, la Banque européenne, tout ça, ils ont leur autonomie par rapport aux politiques. C'est Alors qu'au départ, assez c'était incroyable. un service. Et oui. Et c'est fini, le service il n'est plus présent. Hein. C'est vraiment s'accaparer de l'argent, en produire toujours plus que pour un petit nombre. Non, moi je pense qu'on peut continuer à fonctionner avec de l'argent, mais plus de cette façon-là. Je le pense réellement. Je reviens sur ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire, moi je suis militant politique depuis longtemps. Depuis qu'il est né. Ouais, depuis que je suis né. Mais c'est vrai que j'ai jamais été pour vraiment un grand fervent de la lutte des classes, mais je pense que les Gilets jaunes ont amené justement une revisite de cette lutte des classes. En fait, c'est plus une lutte entre catégories socio-professionnelles différentes, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, maintenant, par exemple, dans une entreprise, même le PDG, c'est un salarié quelque part. Hein. Donc, lutte des classes, à part de là, c'est qui le patron? Il n'y a plus de patron, quoi. Par contre, les Gilets jaunes ont amené un décloisonnement, mais aussi une remise en confrontation de, on dirait, la population et l'espèce d'oligarchie qui domine. Et ça, c'est une forme de lutte des classes, mais c'est plus des classes comme on avait avant. Donc ça a décloisonné un peu, ça a redétricoté un peu cette façon de voir les choses et réassocier des gens qui n'avaient plus l'habitude de fonctionner ensemble. Voilà, alors c'est embryonnaire, hein, parce que bon, on a vu que certains revenaient vite. Par exemple, les chauffeurs routiers, dès qu'on leur donnait un peu de satisfaction, ils retiraient leurs billes. Hein, oui. Bon. Oui, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Robert. Ça a permis, je pense, le mouvement des Gilets jaunes aux gens de se réapproprier l'espace politique, de réflexion, d'échange, de discuter, d'envisager un demain différent. Et ça, c'est pour vous, c'est ce qu'a permis les Gilets jaunes, c'est-à-dire de montrer une réalité ou une vérité, en tout cas, qui était sourde jusque maintenant. Je pense que ça a permis aux Gilets jaunes de se déculpabiliser surtout, parce qu'on les culpabilise à longueur, on culpabilise le peuple à longueur de temps, et je pense que ça a permis ça, et c'est déjà beaucoup, parce que les gens, en se déculpabilisant, ils s'expriment. Alors ils peuvent s'exprimer de différentes façons, et après c'est
plus on aura de discussions et plus on aura d'échanges et mieux ce sera. Je pense qu'on arrivera tous à un moment à être d'accord sur beaucoup de points qui nous feront évoluer. Oui, d'un côté, il y a la culture de la réussite. Quand Macron, je crois que c'est Macron qui disait premier cordé, de ne plus accepter de dire si j'ai échoué, c'est de ma faute. C'est aussi parce que de toute façon, c'est pas possible qu'on réussisse tous dans ce système-là. Il y a quelque chose qui fait que la réussite de là, c'est forcément au détriment des autres. Ça, c'est vraiment un truc qui va pas, quoi, qui peut pas. Et puis Robert, la réussite, on l'envisage tous différemment. Il y en a qui l'envisagent à travers l'argent, d'autres en fonction de ce qu'ils font. La réussite, c'est un grand mot qui englobe beaucoup, qui peut englober tellement de choses. Subjectif. Ah, c'est Oui. qui veut dire quelque chose. Redis, on te tend le micro parce qu'elle n'a pas vu. Je dis la réussite est subjective. Elle dépend des valeurs que chacun peut établir dans sa vie. Exact. T'as pas beaucoup parlé parce qu'elle conduisait, Sophie, oui. mais... Maintenant, elle ne veut plus conduire, il faut que... Elle ne veut pas arriver jusqu'au musée. Ah, c'est par là qu'il faut rentrer au parking? Là-bas. Parking, tout droit. Ah oui, ils l'ont fermé par là, d'accord. Parking. Alors on se gare par là. Bon, il nous faut garer là. Alors. On ira à On pied. mangera avant de partir, Avant de partir où? avant l'assemblée. Ah oui. Hein? Alors On mangera vers quelle heure, c'est midi? derrière. Hein, là. C'est bien midi. Mais il est midi. Non, mais là il n'est pas midi. Non, il n'est pas Non, midi. 11h32. Il est 11h30. Putain, tous les camions, Il y a déjà bien du monde, hein. tant mieux, hein. Il y a encore de la place, ça va. Là, t'as une place, non? Non, ça Là, va. regarde. Handicapé, Là, pardon. là Bah, c'est grand, hein, c'est bien. ouais, il y a de la place. Bonjour, cher ami. Je vais à côté.